Bien, bien, bien. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. Alors, j'attendais Hélène Couic qui devait du coup intervenir en mode conférencier invité. Donc, je ne la vois pas apparaître. Je vérifie. Oui, Hélène. Vous me voyez? C'est bon, je t'entends. Voilà. Vous êtes connecté à l'audio, tout est OK? Ouais, super. Super. Ok. Bien. Et du coup, là, on a déjà du monde ou pas, tu sais? Oui, oui, tout à fait. Il y a déjà une vingtaine de participants. D'accord. En fait, je pensais on se grefferait sur la séance d'entraînement, mais là, c'est très bien en fait. Ok. Donc, on attend peut-être encore quelques minutes. Oui, parce il est pas tout à fait 11 heures. Ouais. Non. Ok, ça marche. Voilà, je vois le nombre de participants qui monte au fur et à mesure. Donc, on va attendre encore 2-3 minutes et puis on va commencer. Vous allez bien, Hélène? Ça va? Impeccable. Ouais. Ouais, ouais, Il fait impeccable. beau la Réunion? Un peu nuageux Un peu aujourd'hui. nuageux? D'accord. Après, je ne sais pas où sont tous les gens connectés de la Réunion, mais à la possession, c'est un petit peu nuageux. Ok. Bonjour Karine, je vois que tu es connectée. Hop. Bon. On va peut-être commencer juste par un petit mot, Stéphane, déjà pour introduire le partenariat Oui. et puis l'action d'aujourd'hui. On attendait entre 35 et 40 participants, c'est ça? 35 inscrits encore ce matin. Peut-être quelques-uns ont réagi encore à mon mail hier soir. J'espère que vous êtes tous bien installés chez vous. Vous aussi, Stéphane, aussi à Nancy. Voilà. La PFRH est heureuse de vous accueillir pour cet échange numérique. On accueille donc des managers des collectivités territoriales de la Réunion, en lien avec le partenariat interfonction publique, entre les trois fonctions publiques de la Réunion. On accueille aussi des managers des Pays de Loire et quelques-uns des Hauts-de-France aussi, suite à un partenariat qu'on a monté avec les collègues des PFRH, Pays de Loire et Hauts-de-France. Voilà. Alors, vous donner quelques indications sur pourquoi on utilise Zoom. Alors, je sais et nous savons que Zoom n'est pas dans certains ministères souhaité. En tout cas, que les RSSI ne souhaitent pas que vous utilisiez cette plateforme sur des ordinateurs qui sont reliés au réseau interne. Donc, merci à tous ceux qui ont utilisé leurs outils personnels pour se connecter à cette webconférence. Pour nous, c'est difficile aussi de se réinventer dans ce contexte. Donc, on cherche des solutions pour vous accompagner et pour faire en sorte aussi de pouvoir diffuser des réflexions dans le cadre des actions qui sont les nôtres. Alors, juste un petit mot peut-être sur l'outil, à moins que vous vouliez en parler, Stéphane. Sur la façon dont on peut communiquer entre les participants. Alors, il y a deux façons. En fait, la première, c'est effectivement la petite boîte conversée, où je vois que vous avez déjà quelques petits mots mis par quelques participants. Donc ça, c'est une boîte à laquelle vous accédez et qui est visible de tous.
Et ensuite, donc, une boîte importante qui est un carré que vous avez qui s'appelle Q&R et qui nous servira donc de lien entre l'intervenant, donc Stéphane Léa, et moi-même qui essaierai de répertorier les questions que vous allez nous poser donc, pendant cette webconférence. Et donc, dans cette question, vous pouvez poser les questions qui vous viennent à l'esprit. On les traitera en fin de séquence, c'est-à-dire une séquence qui devrait durer 40-45 minutes à peu près. Donc ça, c'est pour le fonctionnement pour ceux qui n'ont jamais utilisé la plateforme Zoom. Et donc voilà, avant de passer peut-être la parole à Stéphane, parce que là, il est déjà 11h05, on va commencer. Stéphane, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Avant de passer juste la parole à Stéphane, un petit mot sur l'action des PFRH. Donc, nous opérons donc dans le cadre des orientations du schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie. L'accompagnement des encadrants, c'est un axe majeur pour nous. C'est l'engagement des PFRH de vous accompagner dans la mise en œuvre des politiques publiques que vous portez donc pour vos ministères. Et c'est aussi notre engagement pour vous permettre d'exercer vos missions de manager pleinement. Dans des contextes qui sont souvent très difficiles et celui qu'on vit présente une forme de complexité tout à fait inhabituelle. Donc, vous offrir un temps de réflexion, c'est le pari et c'est qu'on a fait donc, au niveau de la PFRH. Donc, on a prévu 2 temps de réflexion aujourd'hui et jeudi matin. Et c'est le défi que Stéphane Léa a relevé. Donc, je vous remercie, Stéphane. Parce que cette crise confronte chacun d'entre nous à un environnement totalement nouveau, avec des nouvelles contraintes, des nouveaux paradoxes et peut-être des nouvelles opportunités aussi. Je crois que c'est ce dont on va parler. C'est le mot de la fin. Je vous passe la parole, Stéphane. À tout à l'heure. Merci, Hélène. Et je coupe le micro. Et je vais mettre en affichage. Alors, voilà, bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors je salue l'île de la Réunion et puis nos partenaires également de Pays de la Loire. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur l'île de la Réunion, j'en garde d'excellents souvenirs à 2 reprises, dans le cadre de la PFRH déjà, sur des interventions modulaires, sur plusieurs thématiques. Alors l'incertitude n'avait pas été abordée, par contre le management du changement de plusieurs façons possibles, oui. J'aborderai un peu la question du changement aujourd'hui et je l'aborderai plus spécifiquement encore jeudi matin autour de la question de la résilience, du courage et de l'agilité. Alors, je mettrai tout ça en combinaison. L'intervention d'aujourd'hui est connectée en partie avec celle de jeudi. Elles se font écho, mais l'une et l'autre peuvent être suivies distinctement. Donc, je m'appelle Stéphane Léa, je suis consultant spécialisé en management public. J'interviens pour moitié de mon activité dans les collectivités locales et moitié dans l'administration d'État. Je suis coach également et en ce moment, j'accompagne pas mal de préfigurateurs sur des SGC et puis aussi dans des cadres OTE, sur des directions régionales. Et j'interviens du coup sur du coaching de transition, de façon à faciliter la transition des managers dans leur positionnement stratégique pour beaucoup, mais pas seulement stratégique. Mes spécialités, c'est donc le management du changement, le management stratégique en partie, puis tout ce qui touche autour du leadership, c'est-à-dire la capacité à définir des orientations stratégiques, une vision, à anticiper, à fédérer un collectif autour des visions qu'on développe, à impulser, accompagner le changement. Et puis, c'est vrai, c'est une question importante et cruciale pour la thématique du jour, à prendre des décisions et à les assumer dans un contexte difficile. Alors, je qualifierais ce contexte de VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Je définirai ces différentes notions pour voir ensemble comment on peut, en comprenant mieux cet environnement, essayer d'agir sur cet environnement. Alors,
je vais avoir plutôt une approche opportuniste au sens de considérer que cet environnement est favorable en fait pour faire plein de choses, est favorable pour créer, pour innover, pour progresser. Et je considère, c'est vrai que c'est mon parti pris, que vivre dans un monde, un monde de certitude où tout serait plié d'avance, c'est la négation même de la liberté, de la surprise et de la vie en fait. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est ce que je vous propose comme élément d'accroche et puis en même temps de réflexion. Hein. L'incertitude, pour moi, c'est ce qui permet la liberté et c'est ce qui permet la créativité. Donc, c'est une opportunité, en fait. Alors, je ne vais pas pour autant gommer les contraintes que ça pose. Évidemment, vous êtes dans des champs de contraintes. Alors, des champs de contraintes sur votre capacité, du coup, à décider, à engager les autres, à donner du sens. Comment on peut donner du sens, se donner du sens et donner du sens aux autres aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est-à-dire de travailler à la fois sur la signification de l'action, sur le chemin, la direction, de façon à ce que ça fasse sens pour soi et fasse sens pour l'autre. Dans un environnement comme celui-ci, c'est bien difficile. C'est difficile, mais ça contient en germe et en puissance de formidables occasions de rebond, en fait, et de faire les choses autrement. Et c'est insécurisant du coup aussi. Ça peut entraîner des peurs. Cet environnement qu'on peut voir d'ailleurs, enfin, qu'on le voit de façon positive ou négative, ça peut entraîner des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de prendre des décisions dont les conséquences seraient incertaines, qui ont des conséquences parfois irréversibles, des conséquences critiques, la peur de changer. C'est difficile de changer, c'est difficile et on le voit tous en ce moment, de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, même si elle est souvent bien inconfortable. Voilà, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une sorte de crash test en fait, hein, un crash test de nos évidences, de nos certitudes, crash test mais aussi de notre confiance en nous. Voilà, comment éviter de sombrer dans l'inhibition, dans le pessimisme et dans le risque parfois du contrôle, du surcontrôle et du repli, qui risque de créer encore plus d'incertitude. Et ça, c'est un élément que je vous propose d'aborder, c'est-à-dire que nous nourrissons aussi nous-mêmes notre incertitude. Par nos représentations, par notre façon d'agir, nous pouvons créer, par les projections que nous développons, un monde peut-être encore plus difficile, encore plus incertain. Donc, je considère, c'est une approche qu'on considère parfois comme, qui considère que l'environnement n'existe pas en soi, mais qu'il est une projection de nous-mêmes, en fait. Dites-moi comment vous voyez votre environnement et je vous dirai qui vous êtes, et dites-moi qui vous êtes et je vous dirai comment il y a des chances que vous puissiez voir votre environnement. Voilà, cette approche en partie cognitive et en partie sociale va être au cœur de nos échanges. Ce sont nos représentations qui créent notre réalité. Voilà, donc comment on prend en compte ce monde intérieur, le nôtre, hein, ce monde extérieur, comment on fait dialoguer les deux de façon constructive pour donner le meilleur de nous de façon à inspirer au maximum nos collaborateurs. Voilà, vos collaborateurs. Voilà, c'est ce que je vous propose d'aborder, de comprendre l'environnement pour mieux agir dans cet environnement. Et je vous proposerai du coup des approches de type conseil, enfin consultant, hein, qui est particulièrement intéressé sur les aspects du coup psycho-cognitifs, mais aussi sur les aspects méthodes, outils de management stratégique, qui, notamment à travers la prospective stratégique, nous apprennent pas mal d'éléments, nous donnent pas mal d'éléments pour pouvoir peut-être reprendre en main notre environnement et aider nos collaborateurs à en faire de même. Voilà, donc je vous ai préparé un PowerPoint, alors que j'espère pas trop lourd, mais qui vise clairement à concentrer l'essentiel. Et donc, je vais vous donner quelques éléments structurants à travers ce PowerPoint. Alors, j'ai mis un sous-titre, vous voyez, ce sous-titre qui est très positif en fait. Hein. C'est de l'acceptation de l'incertitude à la transformation de l'incertitude en opportunité de croissance, alors professionnelle et personnelle pour soi et pour les autres. Ça mérite d'abord quelques clarifications autour des 4 thèmes qui constituent cet environnement VICA. Alors, volatile, incertain, complexe et ambigu. Les environnements n'ont jamais été simples, quelle que soit l'époque à laquelle on remonte dans le temps. La difficulté aujourd'hui, c'est que dans notre monde hyper connecté, nous ressentons beaucoup plus vite en fait des changements de l'environnement. Il y a un effet d'accélération au niveau aussi du ressenti de chacun.
l'hypermédiatisation de tout et l'accélération du temps et l'accès à un nombre d'informations extrêmement important nous met parfois dans une situation du coup d'hyper-réceptivité et d'hyper-sensibilité du coup, et peut-être aussi de saturation cognitive avec cette surcharge informationnelle dans laquelle on n'arrive pas toujours à donner du sens. Surtout quand on y ajoute des logiques de désinformation ou d'information tronquée. Alors, c'est quoi la volatilité? Si vous vous intéressez un peu à la bourse, et notamment au marché non régulé, vous le voyez bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a une forte instabilité, il y a des mouvements erratiques sur les cours, et dès lors qu'on donne une réponse, elle est déjà dépassée parce que le monde va trop vite, en fait. Alors, je ne sais pas si vous êtes confronté à ce genre de difficultés. En tout cas, si on est confronté à ce genre de difficultés, la question derrière, c'est comment on fait, en fait. Alors, comment on fait pour réagir par rapport à un monde qui bouge aussi vite. Souvent, ce qu'on considère, c'est que si on se projette dans le futur et qu'on essaie d'anticiper, on n'y arrive pas en fait. Et on verra c'est cette logique de revenir sur l'instant présent, de réincarner le présent et de se dire, en fonction de où j'en suis aujourd'hui, ce que je comprends et ce que je peux faire par rapport à ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, peut être une solution qui est assez transposable en fait à bien des situations de doute. Alors, le doute est permis. La question, c'est comment, lorsque l'on doute, on ne sème pas le doute. Et comment, lorsqu'on ressent l'instabilité, on n'exprime pas de l'instabilité. Je reviendrai avec vous sur la question, une des questions essentielles, hein, qui est de travailler, lorsqu'on veut se renforcer dans des situations difficiles, de revenir à un essentiel fondamental qui est de pourquoi nous sommes là, quelles sont nos missions, quelles sont nos valeurs. On peut se le poser sur le plan individuel, on peut se le poser sur le plan collectif. Tout travail fait en ce sens permet une forme d'ancrage, qui n'est pas une rigidité, hein, mais qui permet d'y voir plus clair sur où nous en sommes aujourd'hui. Les valeurs sont une grille de lecture. Une grille de lecture qui, lorsqu'elles sont claires, lorsqu'elles sont fortes et lorsqu'on les porte de façon cohérente, peuvent nous aider à mieux nous positionner dans cet environnement difficile et parfois douloureux. Alors la complexité, on la distingue de ce qui est compliqué. L'exemple qu'on donne souvent, c'est l'organisme humain, c'est complexe. Une voiture, le moteur d'une voiture, c'est compliqué. La complexité, c'est de multiples facteurs qui sont interreliés les uns par rapport aux autres et dont on a du mal à discerner en fait les effets de cause-effet. À la différence de ce qui est compliqué, où il y a des variables multiples, ok, mais il y a des séquences séparables et relativement indépendantes qui nous permettent de distinguer sur certains éléments des causes-effets qui sont cernables et traitables en fait. Donc évidemment, quand c'est complexe, c'est extrêmement difficile à anticiper. Alors que peut faire le manager par rapport à ça? Il peut, alors ça c'est pas simple en fait, on n'est pas tous armés de la même façon ou égaux par rapport à ça. Certaines personnes arrivent à distinguer dans ces nombreuses variables, quelles sont les variables distinctives, quelles sont celles qui font la différence. Alors c'est le résultat aussi d'un très grand apprentissage. L'expertise en partie peut nous aider, mais l'expertise est très malmenée dans ces environnements. Ce serait une expertise, c'est-à-dire une connaissance très fine de nos environnements. Il y a une dimension technique, il y a une dimension relationnelle, c'est-à-dire que la complexité environnementale, elle peut être technique, elle peut être par facteur de contexte, mais elle peut être aussi relationnelle. Et puis, l'ouverture d'esprit qui permet d'aborder peut-être des choses qu'on n'avait pas l'habitude de mettre en place jusqu'à présent. Et une des façons d'entrer aussi dans cette complexité, c'est de ne pas être seul dans cette complexité. Tout ce qui vise à mutualiser, à réfléchir ensemble, à poser des diagnostics partagés, on y reviendra sur certaines méthodes, à renforcer par la confiance que l'on développe entre nous, par le droit aussi à l'erreur qu'on peut exprimer, c'est-à-dire une forme de liberté d'expression canalisée évidemment par rapport à l'objectif, peut-être une façon d'y voir plus clair dans la complexité que d'apporter les points de vue des uns et des autres et que par la diversité et la richesse des points de vue, pouvoir toucher au plus près le monde complexe dans lequel nous sommes. S'il y a bien une leçon qui apparaît de plus en plus clairement face à ces environnements-là, c'est que l'intelligence multiple permet davantage effectivement de répondre à la compréhension de la multiplicité des facteurs qui nous environnent. Voilà. Il n'y a pas de réponse sectorielle à des problèmes complexes, c'est souvent des réponses transversales qui nous permettent de mieux apprécier la complexité. Un problème complexe, réponse transversale qui mobilise les acteurs dans leur richesse et dans leur diversité. L'ambiguïté, alors c'est un thème un peu plus délicat, un événement peut avoir plusieurs sens possibles. Alors je décale un petit peu la fenêtre. Voilà. Une chose, par exemple, peut être à la fois bonne et mauvaise. C'est pas forcément ou. Et toute la difficulté quand on est manager, c'est d'essayer de trouver une réponse par rapport à cette ambiguïté.
qui, là aussi, par rapport à l'expertise, peut poser problème. L'expertise, parfois, souvent, va s'orienter d'une certaine façon par rapport à son vécu, son expérience, par rapport à la meilleure solution éprouvée dans le passé. Or, cette réponse est parfois une fermeture par rapport à d'autres possibilités. Donc, l'idée, ça serait de prendre les différents points de vue qui composent cette diversité et de se poser la question de quels sont les arguments qui plaident en faveur de l'un et l'autre, de façon à définir des options possibles et ensuite, bien sûr, à faire des choix et à assumer les choix qui ressortiraient. Et enfin, l'incertitude. Alors, l'incertitude est liée à un sentiment ou à une objectivation, c'est l'idée en tout cas d'objectiver au maximum, hein, d'imprévisibilité par rapport aux évolutions de l'environnement, donc par rapport aux facteurs contextuels, des facteurs environnementaux, économiques, sociétaux, politiques, politiciens, réglementaires. Voilà, c'est l'ensemble de ces facteurs qui sont dans notre environnement. La façon dont ils sont interreliés, ça rejoint un peu la complexité et leur évolution, on les maîtrise mal. Mais il y a aussi la dimension non pas seulement de ce qui agit sur nous, mais l'imprévisibilité et l'incertitude que l'on ressent par rapport à ce que l'on produit, en fait, effectivement, par rapport aux résultats de nos actions. Et là, ici, on voit que parfois les méthodes classiques d'analyse des risques, vous savez, de définir le degré d'occurrence d'un risque, entre improbable et certain, le degré de gravité aussi d'un risque, entre indolore et tragique, et les modélisations qu'on peut faire ne marchent pas, en fait, dans le monde de l'incertitude. On peut faire des paris, mais il ne s'agit pas ici de faire des paris, il s'agit de faire en sorte que les choses, effectivement, puissent avoir un sens dans ce que l'on met en œuvre pour les réaliser. Alors, comment le manager peut-il agir? C'est toute la question de donner du sens là aussi. Hein. Comment on peut être convaincant et persuadé quand on n'est pas convaincu et persuadé soi-même, et quand on est dans le doute? Alors, ici, la question de la décision se pose de façon essentielle. Moi, j'identifie ici 3 étapes de décision. Là, au début, c'est la pré-décision, si on veut, même si tout ça, c'est un processus décisionnel. Hein. L'analyse qui nécessite nécessairement, au vu de ces difficultés ambiantes, de l'humilité. On ne peut pas tout savoir, on n'a pas accès à toutes les informations et la rationalité n'est pas parfaite. Lorsqu'on décide, par contre, il faut décider avec assurance et confiance. On ne peut pas se permettre de dire je n'en suis pas sûr lorsqu'on décide, parce qu'il s'agit aussi de rassurer les personnes qui sont en face de nous. Toute la difficulté, effectivement, c'est dès lors qu'on n'est pas sûr, d'assumer tout de même jusque dans la prise de responsabilité et ses conséquences lorsqu'on mettra en œuvre ce que l'on a décidé. Et c'est toute la difficulté que l'on voit aujourd'hui, en fait, dans les événements que nous vivons. Hein. Comment décider en rassurant, mais pas en connaissance de cause et de conséquences totales, en fait, parce qu'on ne peut plus raisonner en connaissance de cause, en totale connaissance de cause et de conséquences. Et ensuite, la conséquence inéluctable, c'est qu'on devra prendre ses responsabilités lorsque la décision aura été prise, avec toutes les conséquences et parfois difficile effectivement à encaisser en termes de conséquences pour soi, en fait, pour le manager, dans sa crédibilité, peut-être dans sa légitimité. Mais c'est le risque associé à toute logique décisionnelle. Voilà, nécessairement, en tout cas, l'authenticité, l'intégrité, tout ça n'est pas un processus manipulatoire, mais un processus humble, authentique et intègre autant que possible. Il s'agit d'une logique, certes, d'influence par la façon dont on le fait, mais certainement pas une logique manipulatoire. Voilà, nous sommes confrontés du coup par rapport à toutes ces logiques-là à 2 écueils qui peuvent, l'un, nous mettre dans une logique d'inhibition par rapport à une logique fataliste, d'immobilisme, de pessimisme excessif, la résignation, du coup, par certains aspects à l'inaction, mais cette résignation, et parfois d'ailleurs, c'est peut être une solution que l'on se donne pour se rassurer, hein, de conformation aux ordres, de conformation conforme à des règles qui sont souvent inadaptées. Donc, comment on trouve le courage de surmonter ce fatalisme-là? Parce que c'est facile, finalement, le fatalisme. Comment on trouve le courage de surmonter cette résignation, finalement? Ce n'est pas une acceptation, c'est plus une résignation à ne pas agir, pour effectivement renouveler les possibilités d'espoir, de vouloir, d'agir avec enthousiasme et avec optimisme. Voilà, c'est là-dedans qu'on va trouver l'énergie du rebond, évidemment. Si on parle de résilience, on approfondira cette question jeudi. Le deuxième écueil, c'est peut-être une autre forme d'évitement, d'ailleurs. C'est de se disperser dans des tentatives de solutions parfois irréfléchies, sans le discernement qui serait nécessaire, c'est-à-dire la prise de recul qui serait nécessaire. Et puis, on reproduit souvent, en faisant cela, des vieilles routines ou des schémas ou des solutions qui sont issues du passé. Donc, c'est une autre forme d'expression de la peur, en fait, que de rentrer de façon frénétique dans l'activité. Alors, que faire par rapport à tout ça? L'expertise ne suffit plus.
La réponse n'est pas dans le passé, donc il faut créer des choses qui n'existent pas. Il faut avoir une lucidité, ça c'est compliqué dans une logique d'expert parfois, sur notre ignorance, sur tout ce que l'on ne sait pas. Et puis l'idée, sans doute, c'est d'entrer dans une approche pragmatique, sans doute d'apprendre à marcher en marchant, en fait, dans une logique qui vise à exploratoire, finalement, à découvrir aussi la réalité des choses à mesure qu'on avance pour la découvrir. C'est Peter Senge qui disait ça, hein. Apprendre à marcher ne consiste pas à résoudre le problème de ne pas marcher. Apprendre à marcher, ça s'apprend en marchant, en fait. Donc, en se confrontant à une réalité qu'on découvre à mesure qu'on la découvre. Donc, ce mode d'apprentissage-là nécessite absolument, et cela c'est parfois compliqué dans nos organisations et dans celles que j'accompagne, hein, vos organisations, hein, le droit à l'erreur comme vecteur d'apprentissage. Je dirais même parfois l'encouragement à se planter, parce que c'est une occasion, et sans doute la seule, pour apprendre, en fait, et pour progresser, pour améliorer. Et puis aussi accepter d'être momentanément incompétent. Et ça, dans certaines situations, c'est délicat. Quand je pense à certains managers que j'accompagne, pour eux, ce n'est pas facile d'avouer finalement, parce que parfois, ils le voient comme une forme de faiblesse, alors que ce serait une force, qu'ils ne sont pas, dans l'état actuel des choses, en connaissance et en maîtrise de ce qui se passe. Voilà, donc l'idée, c'est de sortir des habitudes, en fait, et des routines et des modes de pensée qui, du coup, ne permettent pas de vraiment nous adapter et d'entrer dans des changements où des choses sont à réinventer sur les modes opératoires. En fait. Les modes opératoires actuels ne suffisent pas. Alors, du coup, comment agir? Alors, il y a plusieurs façons possibles, j'en ai évoqué quelques-unes, hein. On peut agir sur l'environnement pour réduire le niveau d'incertitude à l'externe, mais on peut aussi travailler sur sa capacité à accepter l'incertitude. Et là, force est de constater qu'on n'est pas tous câblés de la même façon. Alors, je vous ai présenté ici, vous le verrez, hein, il y a un lien qui vous permet d'y accéder et qui vous donnera le résultat en direct. Je vous ai mis le lien en rouge ici. Un autodiagnostic de la mesure en fait, de votre intolérance à l'incertitude. C'est très important d'être au clair là-dessus, en fait, parce que quand on est au clair sur sa propre lecture du monde et sur sa propre façon de l'accepter ou pas, ça nous fait comprendre aussi comment, du coup, on va agir comme manager et comment on va contribuer par ce rapport à l'incertitude à rassurer ou peut-être parfois à entretenir l'incertitude chez ses collaborateurs. Alors, je vous livre aussi un certain nombre de questions. Hein, vous voyez, quand vous répondez tout à fait, c'est à chaque fois une réponse qui va augmenter votre score d'intolérance à l'incertitude. Hein. Les imprévus me dérangent énormément, pas du tout, jusqu'à tout à fait. Ça me frustre de ne pas avoir toute l'information dont j'ai besoin. L'incertitude m'empêche de profiter pleinement de la vie. On devrait tout prévoir pour éviter les surprises. Un léger imprévu peut tout gâcher, même la meilleure des planifications. Lorsque c'est le temps d'agir, l'incertitude me paralyse. Lorsque je suis incertain, incertaine, je ne peux pas aller de l'avant. Je veux toujours savoir ce que l'avenir me réserve. Je déteste être pris au dépourvu. Le moindre doute peut m'empêcher d'agir. Je devrais être capable de tout organiser à l'avance. Je dois me retirer de toute situation incertaine. On voit ici toute la logique de contrôle qui est en jeu derrière. Et toute la logique du coup d'inhibition que l'on se crée par soi-même en étant dans une surreprésentation négative finalement de l'environnement et une surreprésentation aussi négative des conséquences de nos actions. Là, ça veut dire du coup que, vous voyez, quand je prends ces deux tableaux-là, hein, on n'est pas tous câblés de la même façon. Donc, c'est travailler sur la façon dont on est câblé pour prendre du recul, en fait. Vous avez ici deux champs de positionnement qui sont l'un plutôt dans une logique de, vous voyez, alors on pourrait dire de prudence, mais ici, on est parfois dans la prudence excessive et dans un conservatisme excessif. Dans le doute, abstiens-toi, un tien vaut mieux que du tout l'aura. Vous voyez, vous connaissez toutes ces expressions. Je suis sûr qu'il y en a des spécifiques à la Réunion. Et puis, il y a des logiques plutôt habilitantes, plutôt volontaristes, plutôt dynamisantes, plutôt, je dirais, une façon de penser qui nous amène à être le conquérant du futur par certains aspects. Vous voyez, alors, quand on veut, on peut, c'est une expression qui peut agacer, mais par bien des aspects, c'est possible dès lors qu'on est motivé pour ce faire. On est d'accord, hein. Qui ne tente rien n'a rien et la chance sourit aux audacieux. Ça, c'est mes deux devises personnelles. Voilà, comment vous êtes sensible à l'un ou l'autre de ces registres-là? Comment vous répondez au diagnostic que je vous ai proposé avant? Vous le ferez à tête reposée. Et ça vous donnera en fait un positionnement sur où vous en êtes et ce que vous pourriez aussi travailler en vous
pour peut-être vous ouvrir davantage. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à titre personnel. Alors, de m'ouvrir, non pas de façon béate, mais de m'ouvrir pour ensuite me poser la question de quoi s'agit-il, quels sont les différents éléments ici qui me sont donnés pour que je comprenne comment évolue l'environnement et comment je peux agir sur cet environnement. Voilà, donc ces différents éléments ici me font considérer que l'avenir est ouvert, et ça c'est mon expression, hein, que l'impossible n'est qu'impossible non advenu en fait, que beaucoup de choses sont possibles, et que déjà s'ouvrir à l'idée que les choses sont possibles, c'est déjà générateur d'énergie, souvent on y arrive. La phrase extraordinaire hein, de Mark Twain, hein, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est une phrase qui est assez marquante et qu'on peut travailler aussi en auto-réflexion, à se poser la question, qu'est-ce que je m'interdis, malheureusement, qui m'empêche de faire des choses qui seraient pour autant possibles. Voilà, donc comment réagir par rapport à cette incertitude environnante? Nous avons des biais de perception, des façons d'analyser notre environnement qui nous font voir les choses de façon plus ou moins réaliste, plus ou moins fondée, plus ou moins objective. Et c'est toute la question de l'objectivation de ce que l'on voit dans notre environnement qui nous fait pouvoir du coup décider en relative connaissance de cause et de conséquences, en tout cas qui peut, par la façon dont on va aussi se pacifier avec son droit à l'erreur, et puis aussi sur les limites et bien sûr de la prise de décision, et ce dont on est responsable et ce dont on n'est pas responsable, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, comment du coup on va pouvoir limiter le sentiment d'incertitude que crée notre action en fait. Cette citation, je vous la livre d'Épictète, hein, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Voilà quelques éléments de vigilance que je vous propose ici. Avant d'aborder, alors du coup, quelque chose qui rentre davantage dans ce qu'on peut appeler effectivement des modalités stratégiques de réflexion. Et c'est des choses que vous connaissez sans doute. Je vous livre d'abord comment on peut prendre du recul par rapport à notre environnement en l'interrogeant de façon différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous livre cet idéogramme chinois qui veut dire, en fait, quand vous le voyez comme ça en chinois, ça veut dire changement ou crise. C'est très intéressant dans la façon dont les Chinois, et ici en l'occurrence le mandarin, nous livrent une certaine représentation de notre environnement pour mieux agir par rapport à cet environnement. En fait, ce que vous voyez là, c'est le Weiji. Weiji en chinois, en mandarin, ça signifie risque-opportunité. Ça, c'est très intéressant. Et là, on a même un support méthodologique qu'on va pouvoir utiliser de façon dialectique. Et je vous présenterai après une certaine façon d'aborder l'analyse force-faiblesse, opportunité-menace de façon dialectique et de façon inhabituelle. Une matrice analyse force-opportunité-menace inversée, en fait. Commençons d'abord par nous poser la question de ce qui constitue des risques et des opportunités. Pour les Chinois, en fait, tout changement est à la fois, toute crise est à la fois un risque, une opportunité. On pourrait dire risque, contrainte, menace. Ça veut dire quoi en fait? Que toute chose contient l'autre et son contraire. C'est l'histoire du yin et yang. Tout risque contient une opportunité, toute opportunité contient un risque. Dans tout changement, quelle que soit l'incertitude et la dureté de ce qui nous apparaît dans notre environnement, ça c'est souvent la dimension risque, contrainte, menace, qu'on surdétermine souvent, hein, il y a quelque part derrière une opportunité par définition. Alors, on pourrait se dire aussi que derrière toute opportunité, il y a un germe de risque qu'il s'agit d'identifier. Ici, par rapport à l'incertitude, c'est moins le réflexe qu'il faut avoir en premier, mais c'est aussi un élément d'interrogation qu'on peut avoir dans nos réflexions. Alors, le chinois va beaucoup plus loin ici. Vous voyez, les deux idéogrammes, Wei et Ji, sont composés chacun de deux pictogrammes. C'est très intéressant à identifier, à décrypter sur la signification, non pas seulement symbolique, mais la vraie signification sémantique en fait, de chacun de ces termes. Vous voyez ici, vous avez deux pictogrammes, ici, celui-ci, et celui qui est au-dessus. Alors, si on était ensemble, je vous poserais la question, que voyez-vous à travers cet idéogramme qui serait une leçon positive à tirer? En fait, les Chinois nous disent la chose suivante, quand le terme est négatif, l'idéogramme nous donne une leçon positive sur comment surmonter le risque ou la contrainte ou la menace. Quand le mot est positif, opportunité, l'idéogramme nous donne une leçon à tirer sur comment saisir au mieux le positif que porte le mot, en fait. Donc, à chaque fois, c'est positif. Donc ici, le Wei, c'est quoi? Alors là, vous avez... Alors curieusement, effectivement, ça peut faire penser à une forme de sauteur de haie ou un sauteur d'obstacle. Ça, en chinois, là, la première partie, l'espèce de colimaçon, c'est la représentation d'un obstacle, d'un facteur de blocage, en fait. Et au-dessus, vous voyez le symbole
de l'effort, du mouvement. Ça veut dire quoi en fait? Identifions la réalité du problème, essayons de l'analyser, alors s'il est compliqué dans ses différents éléments décomposables, s'il est complexe avec des outils spécifiques d'analyse de la complexité, pour que dès lors qu'on comprenne mieux la réalité qui est posée à nous, on puisse mieux la surmonter avec des efforts, en tout cas pour ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est hors champ. L'idée, c'est d'investir sur ce qui dépend de nous et de lâcher ce qui ne dépend pas de nous. Identifions la réalité du problème pour mieux le surmonter avec des efforts. Premier élément. Le G ici nous dit quoi? Vous avez deux pictogrammes qui composent cet idéogramme. Ici, un symbole qui symbolise en fait en chinois le symbole de la singularité ou de l'individualité. Et ici, le symbole de la table de pierre à côté qui symbolise aussi le collectif. Alors c'est vrai qu'on voit une image associative ici. En chinois, ça veut dire quoi en fait? Seul, on ne peut pas faire grand-chose. Associons-nous aux porteurs de ressources, mutualisons, développons de la coopération, de la collaboration pour mieux saisir les opportunités. C'est en s'associant qu'on tire le maximum de possibilités de mobiliser en fait des ressources qui vont contribuer à ce que cette opportunité ne soit pas simplement virtuelle, mais qu'on la saisisse pour agir, voire même qu'on la provoque d'ailleurs dans une logique volontariste. Voilà, donc je pense que déjà là-dedans, vous voyez, par rapport à l'incertitude, on peut se poser un certain nombre de questions en termes d'analyse, en termes de mobilisation, et on peut d'ailleurs intégrer le J dans le Wei, c'est-à-dire on peut aussi analyser ensemble les problèmes et les surmonter ensemble. Donc, vous voyez, cette lecture particulière de la crise est formidablement stimulante, en fait. On comprend bien qu'il y a matière à en faire quelque chose. Il y a matière à rebondir et aller vers le haut, en fait. Je vous présente ici une matrice que vous connaissez tous. Nous sommes confrontés à un environnement qu'on va analyser en termes d'opportunités et de menaces. Donc le SWOT, c'est l'analyse force, faiblesse, opportunité, menace, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, force, faiblesse, opportunité, menace. Nous avons un projet à mener, nous avons par exemple un projet de direction, un projet de service, nous avons un environnement extérieur à cette direction, et à cette entité de référence, et puis un environnement intérieur, un contexte interne. L'interne des forces faiblesses, c'est quoi? C'est l'ensemble des facteurs structurels, des facteurs organisationnels, mais aussi des facteurs humains, par exemple la motivation, la compétence. Sur les facteurs structurels, est-ce que la commande est claire? Est-ce qu'on fait du pilotage? Est-ce qu'il y a un management par objectif? Voilà, quelles sont nos forces et nos faiblesses qui nous permettent effectivement de mieux analyser cette problématique, de mieux mettre en œuvre ce projet? Quelles sont nos capacités actuelles ou non à mettre en œuvre ce qu'on nous demande, ce qu'on souhaite mener à terme? Oui, mais le problème, c'est que nous avons un environnement qui ne va pas forcément faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, dans cet environnement, il y a aussi des aspects favorables, comme la force, mais là, c'est externe, c'est l'opportunité. Et puis, il y a des aspects menaçants. Alors, on l'a vu tout à l'heure sur l'aspect Weiji, comment on pouvait faire parler les deux, en fait, de façon différente. Il y a une façon d'aborder le SWOT, si vous êtes familier avec cette méthode, ça va vous parler directement, c'est de faire ce qu'on appelle un SWOT inversé, en fait. On va se forcer, dans une approche créative, en fait, à se poser la question suivante. Et si la force était une faiblesse, en fait? On se pose la question comme ça, vous savez, comme on le fait dans une logique d'avocat du diable, en fait. On prend la place de la partie adverse ou de l'argument contraire et on essaye de défendre cet argument. Et à le faire, on trouve des éléments, en fait. Et ça, c'est formidablement générateur de créativité et d'idées nouvelles. Et c'est dans les idées nouvelles qu'on va pouvoir trouver une solution pour s'adapter à cet environnement incertain. Donc, il s'agit bien sûr de s'appuyer sur des éléments concrets. Sur quoi est-ce que je m'appuie pour dire qu'éventuellement, cette force est une faiblesse, que cette faiblesse est une force, que cette opportunité est une menace, que cette menace est une opportunité? Sur quoi est-ce que je m'appuie, sur quoi nous nous appuyons pour dire ça? Alors, le faire en collectif, évidemment, c'est beaucoup plus puissant et ça nous permettra, ça c'est une façon aussi, par rapport à ces logiques d'intelligence collective, de multiplier les points de vue, de multiplier les sensibilités, de multiplier les intelligences et donc du coup de toucher sans doute au plus près que la seule expertise, que ce que la seule expertise aurait pu produire au bout du compte. Voilà, donc nous avons plusieurs rapports au temps et à l'action. Souvent l'incertitude nous amène dans une logique de blocage, de passivité. On attend et on verra. C'est Clémenceau qui nous dit la chose suivante. Il n'est pas un problème qui résiste à 2 mois de vacances. L'activité ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il y a les règles du jeu, il y a les normes, on les applique et en gros on les déroule et ça permet de répondre aux problèmes. Oui, enfin pas les problèmes qui sont liés à l'incertitude et à cet environnement RICA. La réactivité, on a vu qu'il y avait des limites à cela, c'est-à-dire qu'on peut réagir, surréagir, mais c'est toujours par rapport à l'instant et à des stimulus qui ne nous permettent pas de comprendre la totalité du problème. La préactivité, c'est ce qu'on appelle les prévisions, ce sont des raisonnements alors souvent qui sont liés par rapport à notre connaissance du passé.
C'est des raisonnements si alors. Si on fait ça, alors ça peut produire telle conséquence. Le problème, c'est que c'est souvent une projection, une extrapolation de tendance. Or, ce monde VICA n'est pas traitable dans une extrapolation de tendance. La solution, c'est laquelle en fait? C'est sans doute la proactivité, qui s'appuierait sur la préactivité, qui s'appuierait bien sûr sur les éléments de capacité à rebondir quand il y a le feu, qui s'appuie aussi bien sûr sur les normes. Il ne s'agit pas d'agir n'importe comment, il s'agit d'agir dans le cadre des... Alors j'utilise des expressions parfois, il n'y a pas de fleuve sans berge. Effectivement, il faut des berges pour canaliser le fleuve, pour canaliser l'énergie, le flux d'activité en fait. Mais parfois, il faut penser en pas de côté. Il faut pouvoir faire des canaux de dérivation. Il faut pouvoir prendre un peu de hauteur pour voir jusqu'où nous mène ce fleuve. Quand on regarde le fleuve, on ne sait pas où il va. La seule façon, c'est d'aller beaucoup plus haut pour voir, en fonction de ses méandres, quel est son point d'arrivée, de façon à prendre le point de vue, au bout du compte, de la mer et pas forcément le point de vue du fleuve. C'est le point B qui nous indique aussi comment on peut y parvenir au point B en venant du point A. Cet être ici, c'est une expression de Michel Godet, conspirateur du futur, en fait. Non pas simplement anticiper ce qui peut se produire, mais provoquer ce que l'on veut qui se produise dans l'avenir. C'est toute la logique de la proactivité. J'ai choisi ici le jeu de Go plutôt que le jeu d'échecs, qui est complètement dans ces logiques ouvertes et en partie incertaines, mais dont la maîtrise dépend effectivement d'un certain nombre de compétences et d'intuitions stratégiques clés. Voilà quelques éléments ici. C'est les questions fondamentales que l'on se pose à travers cela. C'est la question Q0 qui est souvent oubliée dans la prospective stratégique. Ce qui peut advenir, OK, extrapolation, ce que je peux faire par rapport à ça, ce que je vais faire et comment le faire. La question fondamentale, c'est qui suis-je en fait? Comment je me mets en situation de projection par rapport à la façon dont je suis câblé? On l'a vu tout à l'heure, dans la représentation positive ou négative de notre environnement et de nous-mêmes en fait. Donc c'est d'abord ce point clé, c'est le connais-toi toi-même en fait de Socrate. Connais-toi toi-même, connaissons-nous nous-mêmes en fait dans nos ressorts, dans nos forces. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire que plus on se connaît, mieux on connaît l'environnement. Et c'est cette résonance là entre l'interne et l'externe qui fait effectivement qu'on peut trouver des voies nouvelles. Voilà, donc je ne reviens pas sur tous les éléments clés de la prospective stratégique. Je finirai simplement par la question suivante, et ça me semble être une question essentielle. C'est que quand on veut donner du sens à l'action, ce n'est pas en s'embarquant dans une suractivité sur le quoi. Ce que l'on fait, on sait ce que l'on fait. On prend déjà un peu plus de recul quand on s'interroge sur comment on fait les choses. Ça permet de trouver du coup des solutions qui sont... alors, il y a les modes opératoires qui nous permettent de résoudre les problèmes classiques, et puis on peut après s'interroger, si on n'y arrive pas, sur comment nous procédons, et s'interroger sur les manières de faire, et sur ce qui va et ce qui ne va pas, nous permet peut-être de voir une autre façon de faire. Mais il y a un élément qu'on ne se pose pas suffisamment, et qu'on ne prend pas suffisamment le temps de poser, en fait, je le vois bien dans des diagnostics stratégiques, ou même dans des diagnostics de projets de service, par exemple. C'est pourquoi, en fait. Le pourquoi, c'est des choses fondamentales. Plus on est au clair et plus on est solide là-dessus, plus ça va nous donner finalement de la souplesse. Quelles sont nos missions? Pourquoi nous sommes là, en fait? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont les règles que nous nous donnons, auxquelles nous croyons, qui nous donnent du sens, qui donnent du sens aux autres et qui nous engagent en fait dans la réalisation de quelque chose en cohérence qui nous ressemble et qui est porteuse de sens. Voilà comment ces contributions peuvent créer des impacts qui contribuent à quelque chose de supérieur. Toutes les organisations que j'accompagne, les personnes que j'accompagne, qui sont au clair ou qui deviennent au clair sur leur pourquoi, trouvent un chemin sur le comment et sur le quoi. Voilà, l'idée, c'est de ne pas trop s'embarquer sur du quoi qui sature, c'est de revenir à une réflexion profonde sur ce qui nous anime, ce qui fait sens pour nous, et comment ce qui fait fondamentalement sens pour nous va nous permettre de mieux lire notre environnement et de mieux agir sur notre environnement. Voilà, donc la question que je vous poserai en retour, c'est la question suivante. Comment vous vivez cette expérience actuelle de confinement, de travail à distance, qui est très perturbateur par bien des aspects? Comment ça vous engage finalement à comprendre des choses, à limiter votre peut-être, en tout cas à mieux comprendre l'incertitude que vous avez vécue dans ces occasions-là, celle vous et celle des autres? Qu'avez-vous appris finalement sur vous, sur les autres, sur vous avec les autres et sur votre environnement? Et qu'est-ce que ça vous engage à modifier au retour lorsque vous reviendrez à une activité alors normale? Elle sera plus normale. Elle ne sera jamais normale. Qu'est-ce qui est normal d'ailleurs? En tout cas, il y a quelque chose qui aura bougé. Il dépend de vous, évidemment, que ce qui bouge à l'avenir soit la résultante d'un mécanisme et d'un apprentissage ou d'un co-apprentissage avec vos collaborateurs pour en tirer quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe et mieux comprendre ce que l'on pourrait faire par rapport à ce que l'on veut faire et à qui nous sommes, qui nous engage fondamentalement dans le meilleur de nous pour tirer le meilleur des autres, en fait. Voilà, c'est la connexion sur
sur les valeurs et sur la façon dont ça nous engage en cohérence à agir, qui me semble être un facteur clé, un élément clé de meilleure lecture de l'environnement et surtout d'action volontariste sur l'environnement. Voilà, j'ai abordé quelques éléments. Alors, c'est toujours une gageure d'aborder un thème comme celui-là. J'ai souhaité, effectivement, c'est mon parti pris pédagogique, vous donner quelques éléments structurants par PowerPoint. Et je suis bien sûr à votre disposition maintenant pour répondre à toutes les questions que ma présentation ou toutes les questions que vous aviez au préalable. Voilà, je suis ouvert à vos questions et j'essaierai. Alors, une question m'a été posée par mail notamment par rapport à des questions petite enfance, des questions ultra pointues, ultra techniques par rapport à comment fait-on aujourd'hui dans les crèches pour ouvrir dans les meilleures conditions possibles. Je ne pourrais pas répondre à ces questions-là en direct comme ça serait un sujet trop pointu. Par contre, je reste à la disposition de la personne qui m'a fait ces questions très précises au téléphone pour en discuter de façon peut-être plus directe et avec des questions d'autres questions que je serai amené à lui poser. Merci Stéphane, merci pour cette présentation. On a plusieurs questions là, qui sont apparues donc dans le bloc questions et réponses que vous pouvez toujours activer. Je vous propose de commencer par celle sur la différence entre le doute et l'incertitude qui a été posée par Karine Amiot et Philippe Queval. Parce que donc il y avait Karine qui demandait la différence entre doute et incertitude et Philippe qui disait le doute est-il l'état qui peut générer l'incertitude? Bien. Merci pour cette question qui attaque fort d'entrée de jeu. Je m'attendais à des questions plus pragmatiques sur le changement et sur la façon dont vous étiez confrontés les uns et les autres à des… Alors, vous voyez, j'ai eu un propos plutôt méthodologique, plutôt général, pour effectivement qu'on puisse évoquer des aspects très, très concrets. Le doute, alors c'est toute la question de la… Le doute est toujours extraordinairement… Enfin, c'est le début de l'intelligence, je dirais. Pour moi, la certitude n'est pas satisfaisante pour résoudre des problèmes, évidemment. La question du doute avec ses limites. C'est-à-dire, le doute, effectivement, nous permet de nous ouvrir. Alors, dès lors qu'on vit bien le doute. J'accompagne des personnes, par exemple, qui vivent dans un doute chronique, un doute presque radical, où ils doutent de tout. Ils doutent des autres, c'est la question de la confiance en l'autre. Ils doutent d'eux-mêmes, c'est la question de la confiance en soi. Dans quelle mesure ce doute est-il un doute équilibré et ouvert? Dans quelle mesure est-il un doute fermé qui va nous amener à nous replier et à nous couper des autres? Voilà. Si ce doute est ouvert, si c'est un doute curieux, si c'est un doute, je dirais, d'acceptation de la diversité, des singularités, que les choses ne sont pas pliées, que les choses ne sont pas canalisées de façon définitive dans un certain sens. À mon avis, ce doute est une façon justement d'entrer dans un rapport à l'incertitude plus pacifié. Je fais une similitude, bien sûr, entre le doute et l'incertitude. L'incertitude est à la mesure de l'intensité du doute, en fait. Voilà. Donc, la façon dont nous doutons, l'équilibre dans le doute nous amène aussi à, je dirais, se positionner par rapport à l'incertitude de la même façon. Pour moi, le doute, comme pour l'incertitude, c'est un état interne qui va créer une projection externe. La question du doute, évidemment, est redoutable, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure. C'est douter sans semer le doute. Sans semer le doute en soi par excès de doute non régulé, et semer le doute à l'extérieur par le fait qu'on diffuse une insécurité qui va risquer justement d'insécuriser les personnes. La question du doute, elle est fondamentale. Alors, elle peut être liée à tout un processus que je n'ai pas abordé ici, mais d'intelligence émotionnelle, en fait. Le doute est lié à quoi? Souvent, le doute va nous amener, et c'est là où on verra la limite entre le bon doute, je dirais, et le doute bloquant ou potentiellement bloquant. Parfois, le doute nous met dans une situation de peur. Alors, la peur, elle est tout à fait légitime. La peur, elle est même nécessaire. C'est un mécanisme d'adaptation par rapport à un environnement dangereux. Si nous n'avons pas peur, nous mourrons, en fait. C'est une amie qui me rappelait l'anecdote suivante l'autre jour. Elle me disait, lorsqu'on est dans la jungle, quand on entend du bruit dans un buisson, si je me dis que c'est un lion et que ça n'en est pas un, que je le constate, super. Par contre, si j'entends du bruit, que je me dis non, c'est pas grave, et que je ne prends aucune mesure pour me protéger d'un éventuel risque, et que je constate que c'est un lion, je suis mort.
Voilà, donc la peur, évidemment, est nécessaire en situation de survie. La question, c'est la question de la peur excessive, qui va nous amener dans un doute bloquant, en fait. Pourquoi nous avons peur, en fait? Que se passe-t-il? Alors, la peur, c'est quoi? C'est un ressenti physiologique, c'est une émotion qui va nous amener, ce ressenti physiologique, à agir d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est d'où vient cette perception, ce ressenti physiologique. Il est lié à la perception que nous avons par rapport à notre cadre de référence, lié alors, du coup, à nos valeurs, à nos croyances, à nos besoins, à la perception que nous avons de notre environnement externe, notamment du stimulus externe, un événement, une personne qui nous a dit quelque chose, qui a impacté, alors favorablement ou défavorablement, notre cadre de référence, c'est-à-dire nos croyances, nos besoins, nos valeurs, et qui nous a fait agir d'une certaine façon en fonction des émotions que nous avons ressenties. De nos émotions, du coup, favorables si le stimulus agit favorablement sur notre cadre de référence, ou défavorables si notre cadre de référence nous amène à interpréter le stimulus de façon défavorable. Voilà. La question du doute est laquelle, en fait? Quel est notre niveau de peur par rapport à ce doute, et dans quelle mesure cette peur nous interroge, et je pense que c'est toujours un cadeau que d'accueillir ces émotions, sur ce qui se joue en fait dans notre cadre de référence. J'ai peur pourquoi, en fait? Quelle est la valeur qui n'aurait pas été, qui aurait été bouleversée finalement par ce stimulus? Quel est ce besoin qui n'a pas été satisfait? Par exemple, j'ai un fort besoin de reconnaissance, et si je ne suis pas reconnu, ça me met dans la peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. J'ai un besoin de sécurité, de maîtrise, voire même la valeur qui est la suivante, c'est que en tant que manager, je ne peux pas faire d'erreur. Si je suis confronté à des incertitudes environnementales, comment je vais gérer ma capacité à prendre des décisions alors que j'ai le sentiment que je ne dois pas me planter en tant que manager, que je dois prendre les bonnes décisions, que je dois être systématiquement en bonne décision. Vous voyez? Donc le doute, l'incertitude, je pense que l'un et l'autre sont fondamentalement liés à notre représentation de notre environnement, qui est lié fondamentalement à notre cadre de référence, à nos valeurs, à nos besoins, à nos croyances. Donc doute, incertitude, quel est le degré d'intensité positif, négatif? Si c'est négatif, ça nous ramène à des éléments qui sont en fragilité dans notre cadre de référence, à la façon dont on a interprété, à toute la question, c'est sur quoi je m'appuie pour dire ça? Qu'est-ce qui est fondé, en fait? Voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question, j'espère que je réponds à la question, je ne peux pas échanger directement avec Karine, par exemple, hein, mais voilà, c'est similitudes, évidemment. La question, c'est comment l'un et l'autre nous amènent pour mieux les surmonter et mieux les réguler, finalement, à travailler sur nos représentations et interroger peut-être différemment le stimulus externe. En tout cas, des éléments de réflexion par rapport à ça. Merci Stéphane. Et justement, alors, quand vous disiez, c'est confronter nos niveaux de doute, tout à l'heure vous disiez qu'il fallait confronter nos mondes intérieurs avec les mondes intérieurs, et Marie Jacolot a posé une question: comment faire face aux angoisses des collaborateurs sur l'incertitude? Donc là, on est un peu aussi dans la gestion des émotions, donc peut-être donner quelques pistes à Marie. Je pense que c'est intéressant du coup de reprendre le processus d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à identifier ses émotions, à mettre des mots dessus, et à identifier les émotions de l'autre. Donc dans l'intelligence émotionnelle, il y a une dimension intrapersonnelle et une dimension interpersonnelle. J'identifie mes émotions, je suis capable de mettre des mots sur les émotions de l'autre, de nommer en fait ce que l'autre ressent. Deuxième étape, je suis capable de comprendre ce que je ressens et de comprendre ce que l'autre ressent. Troisième étape, je suis capable d'exprimer ce que je ressens et d'écouter l'autre et d'aider l'autre à exprimer aussi ce qu'il ressent, il ou elle. Quatrième étape, je suis capable de réguler ce que je ressens. C'est-à-dire de non pas être piloté par mes émotions, mais de reprendre la main sur mes émotions. Et je suis capable aussi d'aider l'autre à réguler ses émotions. La question qui est posée à travers l'intelligence émotionnelle, c'est la première étape du coup. C'est quand on parle d'angoisse par rapport à l'incertitude, quelle est l'émotion que la personne en face ressent? Voilà, comment on peut en discuter avec elle, en fait? Comment on va, avec la personne, l'aider à nommer ce qu'elle ressent, à comprendre ce qu'elle ressent, là, de la même façon, en touchant à ce qui est en jeu dans ses valeurs, dans ses besoins, dans ses croyances. Alors, évidemment, les managers qui sont avec nous aujourd'hui vous n'êtes pas des psys, mais vous êtes tous un peu, et je pense que ça, c'est une des compétences actuelles et d'avenir nécessaires aux managers dans nos environnements actuels. Vous êtes en partie des managers coachs, c'est-à-dire qui visaient à
à essayer, en fonction de la connaissance fine que vous avez de vos collaborateurs, de leur permettre de connecter leur potentiel, de libérer leur potentiel, d'agir sur leurs facteurs de motivation et de leur donner envie de renforcer leurs compétences. Je pense qu'aujourd'hui, les managers doivent, c'est un peu prescriptif ce que je vous dis là, mais c'est à mon avis nécessaire si on veut progresser et faire progresser, rentrer dans la compréhension des ressorts émotionnels de façon explicite et de façon professionnelle presque. C'est-à-dire d'abord faire tout un travail sur soi de comprendre ses émotions pour, en renforçant son intelligence intrapersonnelle, nous faciliter la connexion à l'autre en utilisant les mêmes techniques en fait et les mêmes questionnements. Donc, pour répondre à la question qui est posée, c'est d'abord d'entrer en discussion avec la personne, de l'aider à mettre des mots dessus, et après de l'aider, et ça sera facilité par l'expression en fait. Et je pense que dans la situation actuelle, l'une des compétences clés attendues du manager, c'est d'être à l'écoute. Et déjà, être à l'écoute, c'est énorme. De vraiment écouter quelqu'un, c'est énorme. C'est déjà dire à la personne, je te connais, je te reconnais, je te respecte dans ce que tu me dis, et ce que tu as à me dire est important en fait. Voilà. Donc cette discussion autour des émotions, alors autour de la représentation qu'on se fait du problème. Alors, il se peut que le problème soit fondé ou infondé. On peut aider aussi la personne à comprendre que son émotion serait rattachable à quelque chose qui existe vraiment, quoi, peut-être à quelque chose qui serait une forme d'idée reçue. Je suis obligé de constater dans pas mal de mes interventions que certaines peurs de changement, par exemple, sont liées à des idées toutes faites. Alors, une idée reçue, c'est quelque chose que l'on prend pour vrai, qu'on n'a pas objectivement fondée. Si on la fonde objectivement et qu'on se rend compte qu'elle est objectivement fondée, c'est plus une idée reçue, c'est une vérité. Par contre, en objectivant cette idée reçue, on peut se rendre compte que c'est faux, en fait. Voilà. Aider peut-être la personne à voir ce qui est fondé ou infondé permet déjà de libérer l'émotion. Parfois, on se fait des idées, on se rend compte aussi des histoires par rapport à des choses qui ne sont pas réelles. Est-ce que le point d'accroche, le point d'appui est réel ou pas? Voilà, ça c'est un premier élément. Ensuite, c'est cette discussion qui vise à permettre à la personne de se sentir à l'aise aussi à évoquer des choses qui ne sont pas simples. Et là, on voit bien dans le management à distance, certaines personnes doivent réapprendre, apprendre et désapprendre et réapprendre des tas de modes de fonctionnement dans des contextes, dans des cadres de travail qui ne sont pas toujours facilitants, avec une pression de l'environnement, pression de la famille, des enfants, plusieurs vies qui se percutent en même temps. Il est nécessaire, je pense, là, d'être dans une forte empathie vis-à-vis de ses collaborateurs. Je vois des managers qui sont insécurisés par ce qui se passe et qui sont dans une pression supplémentaire vis-à-vis de leurs collaborateurs, qui leur demandent de produire des notes, qui leur demandent d'être présents au visio tous les jours, qui mettent une pression. L'heure n'est pas à la pression. L'heure, je pense, est à la bienveillance, alors évidemment, mais une bienveillance qui passe par une action concrète, par une empathie active, qui commence d'abord par l'écoute, en fait. Alors, ça peut se jouer beaucoup par des bilatérales, par des appels spécifiques, et pas tout se traite pas en collectif, évidemment. Donc, est-ce que la personne qui pose la question, quel est son prénom? C'était Marie Jacolot. Marie Jacolot, oui. Est-ce qu'elle a pu déjà discuter avec sa collaboratrice à distance? Est-ce que les choses sont dites? Est-ce qu'on est dans une expression libre et confiante? Ça, c'est un premier. On est actuellement dans une sorte de crash test là aussi de la relation de confiance. C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été fait avant le confinement, on voit bien les conséquences. Tout ce qui a été fait par contre avant, en termes de cohésion d'équipe, en termes de confiance, en termes de possibilité à dire les choses, est actuellement visible. C'est-à-dire qu'on voit bien le fruit de tout le travail qui a été fait avant ou les conséquences de tout ce qui n'a pas été fait avant. Les relations de confiance ne s'inventent pas le jour en ce moment, mais quoique, je pense qu'un manager qui porte une attention très particulière et peut-être plus forte que d'habitude alors qu'il ou elle n'avait pas forcément l'habitude de le faire avant, est une façon peut-être d'établir ou de rétablir une relation de confiance qui va être payante au retour. Je pense que quand on est en souffrance, on n'oublie jamais les personnes qui portent une attention et une vraie écoute bienveillante à notre situation, sans jugement et sans durcissement, je dirais, des exigences. Merci. Peut-être une dernière question, parce que je vois l'heure qui tourne. Juste, plusieurs managers se sont exprimés sur ce temps dont ils semblent aussi convaincus, sur cette prise de recul et le temps d'échange. Maintenant, plusieurs aussi signalent à quel point le retour à l'activité va être un retour d'urgence, où tous les dossiers vont sauter des placards. Comment faire pour prendre ce temps et pour prendre ce temps individuellement et collectivement aussi? Est-ce que
peut-être un dernier point là-dessus. Alors, c'est la dernière planche sur laquelle j'ai fini, en fait. Ouais. Je vous propose vraiment de faire la chose suivante, c'est de vous poser pour vous déjà la question, et c'est intéressant de le poser sous les deux angles. Qu'est-ce que moi j'ai appris de cet événement, de cette distanciation, en fait? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai découvert peut-être de potentiel endormi, de choses que je n'avais pas forcément voulu voir? Comment je me suis mis en situation de vraiment me regarder, en fait, mais de façon là aussi bienveillante dans cette situation difficile. Qu'est-ce que j'ai appris des autres? Voilà. Qu'est-ce qui s'est révélé? Moi, j'observe des choses extraordinaires. Il y a des gens qui se révèlent, en fait. Alors, il y a des choses négatives, c'est vrai, mais il y a aussi des choses positives. Je vois beaucoup de solidarité, je vois beaucoup d'attention portée aux autres. Je vois aussi une forme de fierté de certaines personnes de s'en être sorties, en fait, de s'être adaptées et d'avoir su être créatif, innovant. Ça, c'est des choses qui sont en train d'apparaître. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes ensuite à débriefer collectivement, je pense. C'est-à-dire de se retrouver. Il y a une chose terrible qui peut se produire au retour, c'est qu'on fasse d'abord comme si de rien ne s'était passé. Certaines personnes voudront revenir à la normale pour oublier peut-être cet événement jugé comme traumatique pour certains. Et puis aussi de rattraper le temps perdu. C'est-à-dire de rentrer dans la frénésie que j'évoquais tout à l'heure. C'est dommage. Quelle perte de connaissances, quelle perte de possibilités, là, du coup, c'est une chance perdue, en fait, que de ne pas prendre ensemble ce temps de recul sur qu'avons-nous appris, en fait. Alors, chacun peut parler de soi dans ce qu'il a appris, mais surtout qu'avons-nous appris de nous ensemble, en fait. Qu'avons-nous appris collectivement de cette expérience et comment on peut en faire une occasion, là, du coup, c'est une opportunité, de faire les choses dorénavant différemment. Qu'est-ce que ça nous a apporté qui ajoute une plus-value finalement dans notre mode de fonctionnement? Pas forcément que distanciel, mais en présence aussi. Qu'est-ce que ça nous a apporté à distance qui peut être réinvesti en présence? Évidemment, tout ce travail-là sera d'autant plus porteur dès lors que nous aurions à revivre un reconfinement, par exemple. Oui. Alors, c'est assez peu probable de façon généralisée comme cela, mais en tout cas, on sera plus fort, sans doute, si ça devait se reproduire, parce qu'on aura appris des choses et qu'on aura converti des expériences heureuses ou malheureuses en quelque chose qui nous permettront en des choses qui nous permettront de rebondir. Je fais le lien avec la résilience jeudi matin. Si certains d'entre vous, et je crois que pas mal d'entre vous y assistent, c'est le raisonnement qui consiste à dire la chose suivante. À cause de cela, voilà ce que j'ai dû vivre. Et parfois, c'est des choses négatives. On est dans un choc, en fait. Se poser ensuite la question, OK, à cause de ça, voilà ce que j'ai vécu, mais malgré ça, j'ai réussi à m'en sortir, en fait. J'ai réussi à m'adapter, à trouver des solutions inhabituelles pour traiter une situation inhabituelle. À cause, malgré, grâce peut-être. Le grâce, il reste à activer en soi et en collectif. Grâce à ça, voilà ce que j'ai appris. Grâce à ça, voilà comment j'ai pu progresser, comment j'ai pu être plus fort, plus en connaissance, un certain nombre de choses, plus au clair aussi sur un certain nombre d'éléments de mon environnement. À cause, malgré, grâce. Voilà, ça c'est un processus, je pense, qui peut être la base d'un retour d'expérience avec vous-même, en auto-retour d'expérience avec vous-même, et puis avec votre collectif bientôt. Ok. Merci Stéphane, il est midi. On va s'arrêter là. On se retrouve jeudi pour ceux qui sont disponibles donc sur le second temps de réflexion dont vous parliez, donc avec pour thème le courage et la résilience. Comment préparer le retour à la pleine activité pour nos équipes. Donc des thèmes ont déjà été abordés, puis s'en suivront d'autres à nouveau jeudi. Et je vous laisse le mot de la fin, Stéphane. Écoutez, je vous remercie tous. Alors, c'est extraordinairement frustrant pour moi et je dois vous avouer que c'est quelque chose que je découvre de façon aussi. J'ai un besoin, quand je fais des conférences ou quand j'interviens, évidemment, de ce contact direct, émotionnel, je dirais. Je suis en train de découvrir ce que c'est que de prendre la parole en visioconférence sans la connexion. Alors, Hélène est là, hein. Heureusement, je dirais. Ça me permet justement de me sentir connecté, quoi, vous voyez, à une dimension humaine. Donc, j'ai en ce sens, alors c'est une découverte, c'est passionnant à vivre comme expérience, hein, mais j'ai hâte de retrouver le contact direct, la chaleur directe, et puis vous
savez, le non-verbal que l'on peut percevoir en direct. C'est tellement important, l'expression et le non-verbal, pour pouvoir soi-même se connecter, en se connectant à l'autre, effectivement se positionner et s'ajuster, en fait. Alors, ce que je ne peux pas faire là. Donc, j'espère que j'ai été clair, précis, c'est mon intention, que ça a pu créer des effets de résonance dans vos pratiques. Vous voyez, j'ai volontairement assez peu illustré pour que ça puisse créer vos propres illustrations, en fait. Comment vous ressentez ça et comment ça vous engage par la réflexion que ces quelques éléments portent, peut-être à vous positionner différemment, peut-être à agir différemment. Plus dans une logique volontariste heureuse, je dirais, que dans une logique de résignation pessimiste et malheureuse. Je pense qu'il y a matière à activer des ressorts. Ces ressorts sont en vous et on peut effectivement en faire l'expérience et en faire l'aventure. L'incertitude, c'est un chemin vers l'aventure et un chemin vers la liberté, peut-être vers la libération d'ailleurs. C'est ce que je ressens à titre personnel. C'est ce que j'essaie de vous livrer aussi avec quelques éléments, puis mon ressenti, ma passion même parfois, hein, parce que c'est des sujets qui sont intarissables d'illustration et puis de tranches de vie peut-être. Hein. J'aurais aimé entendre les vôtres. Au plaisir de vous rencontrer un jour. Quand on aura trouvé d'autres outils, Stéphane. En tout cas, merci. On se retrouve jeudi matin, donc 9h pour la métropole, 11h pour la Réunion, pour la deuxième webconférence. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.